J'ai amené des cartes et j'ai une bibliographie, si ça vous intéresse. Biblicyclette, donc j'ai une petite bibliographie. Alors, attends, j'ai perdu le sens. Voilà, donc je vous ai fait un petit historique du vélo. Donc le vélo est apparu au milieu du 19e siècle. Donc l'ancêtre du vélo, c'est la draisienne. Tout le monde connaît la draisienne. Je te démontre, ça va. Je décale. Donc draisienne du nom de son inventeur Karl Drais, qui était un Allemand. Et c'est alors c'est exclusivement du bois et du métal. Ce sont 2 roues. Et on appelait ça la machine à courir, donc qui fait entre 17 et 23 kg. Et la draisienne permettait d'obtenir une vitesse de 14 km/h à peu près. Donc c'est l'ancêtre du vélo. Ensuite, on a rajouté les pédales sur la roue avant. Donc c'est un Français, Pierre Michaud, qui était serrurier, qui permettait une innovation supplémentaire sur le vélo dans les années 60, 1800. Et ensuite, le grand bic, tout le monde connaît, donc on a allongé la taille de la roue avant pour plus de vitesse. Et c'est d'ailleurs avec ce grand bic-là que le premier explorateur a fait le tour du monde à vélo, avec un grand bic. Donc je passe assez rapidement sur l'histoire. Voilà. Et le vélo moderne est arrivé à partir de 1880, donc avec l'invention de la chaîne, qui relie sur la roue arrière, Peugeot qui commercialise les bicyclettes. Et ensuite, on remplace ce qu'on voit par des pneumatiques, avec la chambre à air dans les années, la fin du 19e siècle. Voilà. Et donc le vélo tel qu'on le connaît actuellement a eu son essor au début du XXe siècle jusqu'à 1950 où les premiers dérailleurs sont apparus. J'ai mis juste une photo du premier Tour de France, donc, qui a été gagné par Maurice Garin. Donc c'est en 6 étapes. Les étapes sont présentées ici. Alors avant de parler de mes aventures à moi, j'ai trouvé quelques grands aventuriers. Donc le premier grand aventurier, c'est un homme qui s'appelle Thomas Steven, qui est parti en 1884 pour une durée de 20 mois sur un grand bi. Alors il est parti sans bagage. Il a été sponsorisé par un fabricant de vélos. Et donc il est parti de San Francisco, il a traversé tous les États-Unis. Ensuite il a pris bateau. Et ensuite voilà, vous avez son parcours. Donc il a fait 20 000 km et 13 pays, 3 continents. Et je vais un peu plus m'attarder sur cette première femme qui a fait le tour du monde en vélo féminin à la fin du 19e siècle, qui s'appelle, donc c'est une Riga. Voilà, elle est née à Riga et ensuite elle a émigré aux États-Unis. Et donc elle a voulu prouver par cet audacieux projet que les femmes étaient capables d'être autonomes. Et en fait, l'histoire dit qu'elle a répondu à un pari entre 2 hommes qui disaient qu'aucune femme n'était capable de faire le tour du monde. Donc elle a relevé le défi. Elle est partie. À la fin du 19e siècle, elle est partie en laissant ses 3 enfants et son mari. Elle est partie dans cette tenue-là et avec un vélo qui faisait à peu près 20 kg. Et elle est partie de New York. Ben, j'ai son parcours, je crois, derrière. Voilà. Elle est partie de New York. Et ensuite, elle a voulu traverser les États-Unis. Et elle s'est vite rendue compte qu'elle allait être confrontée à l'Europe, au froid. Du coup, elle est repartie dans l'autre sens et elle est en Europe. Et ensuite, elle a traversé toute cette... là, on voit son parcours. Donc, elle a fait 15 500 km. C'est un peu cher, ça. Je vais baisser un peu. C'est là-bas. C'est bon, là. Et elle a été sponsorisée, en fait, par une compagnie des eaux. En fait, elle a... Ah. Je pense que c'est un peu fort. Et donc, elle avait apporté un petit pancarte publicitaire sur une compagnie des eaux qui s'appelle London Dairy. Voilà, London Dairy. Donc, elle a été... son histoire est ressortie au milieu du XXe siècle. Elle a été un peu oubliée.
Et ça a été néanmoins la première femme qui a fait le tour du monde à vélo. Vous pouvez trouver son histoire. Il y a son arrière-petit-fils, je crois, son arrière-petit-neveu qui a écrit un bouquin. Voilà. Alors, un des grands explorateurs du XXe siècle, alors lui, il est parti avec 80 kilos sur son vélo. C'est Glenn Travin, on l'appelle le centaure de l'Arctique. Il a fait, alors lui, il est parti en autonomie, il avait tout. Hein. Il est parti rencontrer les peuples de l'Arctique, les Inuits. Et en fait, voilà, il a fait ce parcours-là. Il a traversé toute l'Union soviétique de l'époque. Et donc c'est un des plus... Alors lui, c'est pareil, hein, vous pouvez trouver pas mal d'informations sur son parcours. Donc ce sont, enfin j'en ai sélectionné que 3. Ce sont le premier homme, le premier femme, et puis donc cet explorateur russe. Et puis après, il y a moi. Voilà, donc avant de parler de mon périple, je vous ai fait un petit rapport sur les pistes, sur les réseaux cyclables en Europe. Donc ça, j'ai trouvé ces cartes sur Internet. Donc là, ce sont les cartes des réseaux cyclables aménagés dans toute l'Europe. Donc aménagés, c'est-à-dire en site propre. J'ai mis à côté la photo. Et donc c'est surtout en Belgique, en Hollande et en Allemagne qu'il y a un réseau extrêmement développé. Après, les villes du nord de la Scandinavie, en fait, les réseaux sont extrêmement développés en ville, pour se déplacer en ville. Après, pour aller d'une ville à une autre, c'est comme partout, enfin, c'est même pas aussi bien développé qu'en France, ce sont des grands axes. Donc, alors ça c'est le réseau des voies partagées, donc il y a aussi des voies, alors ça c'est en Italie, j'avais pris cette photo-là dans l'Adriatique, donc il y a des voies qui sont partagées entre les voitures et les vélos. Donc là c'est la carte des voies partagées. Donc le nord de l'Italie, puisque cet été quand je suis allée jusqu'en Croatie, voilà, le nord de l'Italie est assez riche, donc voilà, si vous avez l'occasion d'aller... de voyager, si vous cherchez destination, c'était un grand bonheur pour moi, le nord de l'Italie. Et les automobilistes sont extrêmement bienveillants. Ça a été une belle surprise. Par le sud, c'est pas la même chose. En tout cas, le nord, c'était une belle découverte. Alors, je pense que certains d'entre vous doivent les connaître. Ça, ce sont les cartes des Eurovélos, qui sont des voies qui sont plus ou moins bien balisées, en fait, qui vous permettent de voyager à travers l'Europe. Alors, c'est des coopérations internationales. Alors, le souci, alors en France, les Eurovélos sont très très bien balisés, c'est-à-dire que vous pouvez aller de Nantes jusqu'à Besançon quasi sans GPS, sur l'Eurovélo 6. D'ailleurs, vous pouvez aller même jusqu'à Budapest. J'ai fait une année, donc on peut aller jusqu'à Budapest en suivant le balisage. En Hongrie et en Slovaquie, c'est un petit peu moins bien balisé. Vous avez cette voie-là qui va de l'Eurovélo 1, là, que j'ai fait en partie aussi, qui est très très bien balisée. L'Eurovélo 3 qui permet de traverser toute la France, qui est là, qui est bien balisé aussi. Vous avez un réseau en France, en tout cas, qui est très bien balisé. Il est bien balisé en Belgique, en Allemagne. Après, quand on s'éloigne, là, dans les pays scandinaves et tout, il faut avoir un GPS pour se déplacer. Et sans ça, vous pouvez trouver les traces GPS de toutes ces voies-là. Alors, normalement, c'est des voies qui ne sont pas trop ouvertes à la circulation, enfin, qui sont soit des pistes cyclables, soit des petites routes. Mais moi, je me suis retrouvée en Hongrie sur des nationales. Donc, après, il y a des portions qui ne sont pas très bien développées. Voilà. Donc, en France, il y a plein de voies intéressantes. Moi, celle que j'ai vraiment adorée, c'est celle qui va de Caen jusqu'à La Rochelle. On traverse la Mayenne, c'est magnifique, c'est quasi que de la piste cyclable. Elle s'appelle la Vélo Française. Donc si vous avez l'occasion de le faire, je crois qu'il y a 600 et quelques kilomètres. J'ai un livre là où j'ai mis toutes les voies cyclables en France. Donc, tu regarderas, elle tournicote, elle fait à peu près 600 km. Parce que là c'est droit, mais quand tu vois, ça allonge
ça longe la Mayenne, ça longe les rivières, et du coup, il y a beaucoup de vélos. Je crois que la vélo française, elle fait 600 km. Il y a la Vélocénie qui va jusqu'au Mont-Saint-Michel, qui est un peu moins longue. Il y a la Seine à vélo, le Tour des Bourgognes, il y a tout un tas. Alors tout ce que je vous présente, c'est plat. Hein. Voilà. Donc la vélo française, pour l'avoir faite, elle est plate, il y a juste une montée quelque part, un peu dénivelé, mais pas beaucoup. Voilà, on va enlever le dos. Voilà. Donc, voilà. Il y a 2 ans, j'avais fait la Vélodyssée de Rostov jusqu'à Hendaye. C'est pareil, c'est quasi plat et c'est balisé. Donc c'est... Après, vous regardez sur Internet, vous trouvez toutes ces... Voilà. Donc une fois qu'on sait quand est-ce qu'on va partir, on regarde son parcours. Donc moi j'ai fait, je vous ai montré un petit peu les parcours que j'ai fait. Il y a le Paris-Londres. Le Paris-Londres, il part du Bois de Boulogne. Donc il s'arrête à... on prend le bateau à Dieppe jusqu'à Nivelles de l'autre côté. Et après il y a à peu près 130 km. La partie anglaise est très très belle. Par contre, il y a énormément de dénivelé. C'est très vallonné, mais c'est très joli. Et puis bon, il y a un problème en Angleterre, c'est qu'on roule à gauche. Mais c'est pas facile, surtout après un rond-point, on se positionne pas forcément du bon côté. Alors, Charleville-Mézières, Amsterdam, ça c'est pareil. Charleville-Mézières, Amsterdam. Besançon-Budapest, donc c'est l'Eurovélo 6. Roscoff-Hendaye. Donc l'année dernière, j'étais jusqu'en Finlande, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et cette année, je suis allée je devais aller jusqu'en Albanie. Et en fait, en Croatie, on a changé de plan parce qu'il y avait beaucoup de dénivelé et les voitures, les automobilistes, c'était très dangereux de rouler sur les routes en Croatie. Du coup, on a pris le train jusqu'à Zagreb et puis on est parti à Budapest. Voilà, puis Nantes, Besançon. N'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions. Hein. Voilà. Donc, alors je prépare mon parcours sur... Alors, il y a plein d'applications qui existent pour le vélo. Hein. Alors, moi, j'utilise Komoot. Je ne sais pas si c'est la meilleure. Vous la connaissez? Vous connaissez cette application? Oui. Ouais. Moi, c'est celle que j'utilise. Après, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Je sais que j'ai un GeoVélo. Il y en a qui comparent leur parcours sur Maps aussi. Donc voilà, donc je fais un parcours grosso modo là, et puis après je peaufine tous les jours. Voilà, donc en 2022, j'avais prévu d'aller jusqu'à Helsinki, et puis de revenir en vélo, puis finalement c'était trop ambitieux, il y a 7000 km. Donc en fait, c'est surtout que les Pays-Bas et la Pologne, il y avait toute la traversée de la Pologne, et en fait c'est des pays qui ne sont pas adaptés pour le vélo, en fait, c'est assez dangereux. Beaucoup de camions sur les routes. Et cette année, donc, je suis partie de Charleville-Mézières et puis j'étais jusqu'à... Ah non, je suis partie de Fontainebleau. Ah bon, je suis partie de Fontainebleau? Oui, Fontainebleau. Oui, je suis partie de Fontainebleau. Je suis partie de Fontainebleau et j'ai été jusqu'en Croatie à peu près. Après, je suis remontée jusqu'en... Bonjour. Bref. Alors, donc ce que j'ai expliqué, c'est que je préparais mon parcours sur l'application Komoot. Donc, en fait, on sélectionne son sport. Moi, je mets gravel. Alors, on peut le faire en vélo. Si on veut être exclusivement sur la route, si on a un vélo de course, par exemple, on peut sélectionner le vélo de course. Ou on peut sélectionner le VTT. Mais moi, j'ai sélectionné une fois et là, il fait vraiment des parcours VTT, quoi. Donc, avec les sacoches, c'est pas évident. Et du coup, moi je mets gravel, c'est un bon compromis entre les chemins. Dès qu'il y a des chemins intéressants, on les fait prendre. Donc je mets le poids. Ça s'écrit comment? Gravel, c'est ça. Voilà. G-R-A-V-E-L. Gravel, c'est un type de vélo. Hein. Oui, c'est un mix entre le VTT et le vélo de route. Ouais, c'est ça. Mais je crois veut dire gravier en anglais. Comment? Ça veut dire gravier en anglais. Oui. Ça peut aller.
Voilà. Donc je mets le point de départ. Voilà. Donc je mets le point de départ, alors je mets d'où je veux partir, et je mets l'arrivée. J'ai mis Casablanca parce que je me dis que peut-être la prochaine je vais jusqu'au Maroc. Après, il fait un tracé, et puis quand je vois le dénivelé, je modifie le parcours. Voilà, parce qu'on peut passer. Voilà. Donc après, en fait, d'une manière générale, je vois à peu près la ville d'arrivée et je peaufine mon parcours au jour le jour. Parce que quand on arrive à un endroit, des fois, on y reste plus longtemps. Ou alors, on se rend compte on rencontre des cyclistes qui ont fait telle ou telle chose. Donc, je ne suis jamais figée. C'est ça l'intérêt du camping, il n'est pas réservé des hôtels. C'est qu'on s'arrête quand on veut et on peut modifier les. Donc voilà. Donc si je vais à Casablanca, je partirai certainement pas sur ce parcours. Ça fait beaucoup de dire. Voilà, donc c'est juste pour vous montrer le. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'avais fait, la traversée d'Italie d'est en ouest. Donc j'avais mis de Turin jusqu'à Trieste. Et donc après, j'ai fait une bifurcation sur Venise. Il y a des Eurovélos qui traversent l'Italie. Voilà. Après, il y a plein de sites. La traversée d'Italie, moi je voulais faire le long du fleuve Pô. Et sur les sites, on nous avait dit que c'était un peu tristouille. C'était assez, assez monotone. Du coup, j'ai fait moi-même mon parcours. Je n'ai pas suivi l'Eurovélo vite non plus. Donc, voilà, je passais par Vérone, Trévise, Venise, à Trieste. Ça, c'est des très jolies villes. Donc l'équipement. Donc, alors le VTC, alors moi j'ai équipé mon vélo de pneus Schwab Marathon. Ce sont des vélos. Enfin moi j'ai jamais crevé en fait. Ouais. J'ai jamais crevé parce que on me les a conseillés sur tous les sites de vélo. Et alors ils coûtent à peu près 50 € pièce, c'est quand même assez cher. Mais j'ai déjà fait plus de 10-15 000 km avec, j'ai jamais crevé. Ils ont des gommes très épaisses. Voilà. Alors une chambre à auto-rechange du coup qui sert à rien. En fait quand je crève, je change la chambre à air, on répare le soir. Voilà. Donc le kit de réparation de chambre à air, la pompe. Alors le petit multi-usage, c'est les clés Allen là, avec plein de diamètres différents. Des rip-chaînes, attache rapide, ça c'est si on pète la chaîne pour la réparer. Une clé de 15, ça c'est pour démonter les pédales. Alors moi j'ai jamais réussi à les démonter. Franchement, j'ai toujours trouvé quelqu'un pour le faire parce qu'en fait, comme c'est un pas. C'est surtout qu'en fait, à chaque fois qu'on roule, on resserre. Donc en général, je demande toujours à quelqu'un de le faire. Alors la patte de dérailleur, ça pour moi c'est très utile. Alors je l'ai déjà cassé plusieurs fois en VTT. En fait, c'est ça, c'est une patte qui accroche le dérailleur. Et en fait, chaque vélo a sa patte de dérailleur. Donc si jamais alors il y a des magasins de vélo un peu partout, sauf que la patte de dérailleur, souvent il faut la commander. Donc moi j'en ai toujours une d'avance. C'est de la pâte. Non, c'est une petite pièce. C'est une petite pièce métallique qui permet d'accrocher le dérailleur. Et c'est vrai que, bon, normalement, quand on tombe avec ce vélo-là, les sacoches, elles amortissent, donc on ne tombe jamais sur le dérailleur. Mais en VTT, ça m'arrive de les casser aussi pour passer une pâte de dérailleur. Donc par expérience, moi je le mets sur la liste des choses à emmener. Tu sais pas changer non plus? Moi non plus. En fait, ça sert de fusible, la pâte de dérailleur. Pardon? Ça sert de fusible pour protéger le dérailleur, ça se tord très vite. Oui, c'est ça. Ouais. Ça peut se remettre, mais. C'est tordu. C'est. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est bien dans la marée. Alors, les sacoches. Les sacoches étanches. Alors, moi, c'est pareil, j'ai mes. Voilà. C'est pareil, c'est une marque que j'utilise, celle-là, ça fait. Depuis que je fais du vélo, j'utilise, c'est la marque Ortlieb. Elle est étanche et surtout, elle se casse pas aux jointures. Parce qu'il y a une autre marque qui s'appelle Vaud.
Alors elles sont un peu plus légères, mais j'ai vu sur des sites, et j'ai une copine qui en avait acheté une, en fait aux jointures, au bout d'un moment, elles s'ouvrent. Donc ça coûte à peu près 150 € la paire, mais ça fait le job. Donc sacoche, moi j'en ai pas à l'arrière, à l'avant, sacoche de guidon, de cadre, ce qu'on veut. Donc, alors la hausse de transport, c'est quand on revient soit en avion, soit dans les trains qui acceptent pas les vélos, qui acceptent les vélos en bagage, on est obligé de les mettre dans des housses. C'est trop lourd, ça pèse. Donc moi je les achète sur place, ou alors chez Decathlon, je cherche un carton. Bon, j'ai mon GPS parce que la trace que je fais sur Garmin, sur Komoot, je la transfère après sur Garmin. Donc quoi, assurer son autonomie en énergie, je l'ai fait une fois, j'avais amené des panneaux solaires, c'est efficace, mais c'est lourd. Voilà. On voit ce que ça donne une fois que tout est... Voilà, donc le vélo avec les deux... Ouais, j'ai 15 kilos. Donc à droite, il y a le matériel de camping, là. Donc tout ça, puis là c'est l'équipement, les fringues, tout ça. Et au-dessus, c'est tout ce qui concerne la nourriture. Voilà, donc une année j'ai emmené ça, donc effectivement c'est efficace, mais c'est lourd et finalement on peut quand même assez charger. Alors je ne prends pas l'électricité dans les campings, mais quand on s'arrête boire un coup, avec un chargeur rapide en 1 heure, on charge son portable, GPS. Voilà, donc ça c'est l'équipement de vélo. Donc ouais, les maillots en chaîne, petit outil. Voilà, donc en camping, donc une tente. Alors la couverture de survie, moi je la mets sous la tente pour protéger l'humidité. Alors je n'achète pas les couvertures de survie qui font du bruit, là, qui sont genre alu. J'en ai acheté une chez GoSport il y a au moins 5 ans, j'utilise toujours la même. Alors duvet, alors les matelas autogonflants, j'en ai testé plein. J'en ai trouvé un qui était bien chez... je ne me rappelle plus de la marque, mais si ça vous intéresse, c'est pareil, c'est du matériel que j'achète pas trop cher, hein, j'ai payé 50 €. L'oreiller gonflable, bon, le bras de soie, ça permet de gagner 5 degrés quand il fait froid. C'est-à-dire que quand tu as le duvet, moi j'ai un duvet qui fait, parce que plus les duvets qui sont des duvets 0 degrés, soit ils sont énormes, et moi et ceux qui sont petits ils sont extrêmement chers. Du coup j'achète un duvet normal, enfin qui fait le job, et avec un bras de soie tu gagnes quelques degrés. Alors le savon naturel je l'ai mis parce qu'en fait quand on bivouac, on se lave des fois dans les rivières et tout, donc j'achète un savon naturel pour ne pas polluer. Donc si je fais à cheval, c'est du savon Marseille, du vrai. Une gamelle au pied des couverts. Et batterie externe grande capacité. Pour pouvoir être autonome en énergie. Alors les téléphones portables se rechargent facilement, rapidement, mais le GPS met plus de temps à se recharger. Vous n'avez pas une roue dynamo? Alors je l'ai fait une année. L'année dernière, j'ai mis une dynamo. Alors c'est bien pour l'éclairage avant ou arrière, mais j'ai essayé de récupérer l'énergie. Je l'avais fait à un moyen dynamo, j'ai mis. Déjà, ça freine un petit peu. Et puis, alors, j'étais peut-être pas, j'avais acheté une batterie tampon. Et sur la batterie tampon, j'avais mis une batterie externe. Et en fait, avec 120 km, je ne rechargeais même pas 60% de mon portable. Vous roulez la nuit ou uniquement le jour? Pardon? Vous roulez la nuit ou non, le jour? Je roule le jour. Le jour seulement? Ouais. Mais la batterie, en fait, c'est en fonction du temps. En fait, ouais, c'est en fonction du nombre de tours de roue. Ah ouais. Donc c'est bien on pour fait 120 l'éclairage. km, qu'est-ce que soit la vitesse, ça rentre le job. Parce que vous en avez une, vous? Non, mais je me posais la question parce que je connais, j'ai déjà vu des gens qui ont une dynamo et qui utilisent la dynamo pour recharger leur... J'ai vu, ouais. Alors, il y a plusieurs, il y a plusieurs modèles hein, dans les dynamos. Ouais, j'avais peut-être pas le bon équipement, alors, parce que je n'ai pas payé très cher, Marion. Ouais, peut-être qu'après, il faut le viser dans les trucs. Mais j'ai essayé une année, ouais.
Mais j'ai trouvé que le rapport bénéfice-contrainte. Alors, j'avais peut-être pas les bonnes batteries, les bons. Mais par contre, pour l'éclairage avant et arrière, ça fait le job. C'est l'idéal. Ouais. C'est ça, je mange Qu'est-ce que tu dis? Ah oui, j'ai oublié de le dire. Merci. Oui, en plus de ça, j'amène une liseuse. Parce que quand on part un mois et demi, c'est long. Du coup, j'amène de quoi lire et j'ai récupéré une petite doll. On peut télécharger plein de livres dessus, ça permet de lire. De ne pas transporter 15 bouquins. Ouais, j'ai ma bibliothèque dans le Kindle. Ouais. Parce que c'est vrai que le soir, une fois qu'on est dans sa tente, surtout quand on a été en Norvège, il fait nuit à 11h du soir. Quoi. Donc, on ne traîne pas dans. Parce qu'après, quand on fait 100 ou 120 km dans la journée, on est fatigué. On ne va pas faire la Java, mais au moins on lit. Voilà, donc voilà le matelas que j'ai trouvé. C'est un matelas autogonflant. Parce que l'année dernière, j'avais un matelas pneumatique, il fallait gonfler avec un gonfleur sur réseau. Du coup, là, j'ai trouvé un matelas qui se gonfle avec les pieds, là, il est super confortable. Ah ouais, il fait 12 cm. Il ne prend pas de place, il fait moins, là, il fait 1 kg, à peine 1 kg. Voilà. Donc là, c'est mon intérieur. Voilà, donc là, c'est juste pour vous montrer ce qu'il y a dans la sacoche de gauche. C'est juste les vêtements, en fait. Ils tiennent dans des organisateurs de sacoches qui vendent chez Decathlon. Voilà, ça, c'est le matériel de camping. Donc, ce que j'expliquais, c'est la couverture de survie. Alors, normalement, c'est à usage unique, ils vendent ça chez Decathlon, chez Bosport. Et du coup, moi, ça fait 5 ans que j'utilise. Je la mets sous la tente et c'est vrai que ça isole vraiment l'humidité. Voilà. Le drap de soie, le matelas, la tente, je disais. Et puis ça, c'est importante la tente. Pardon? Je dis, elle est importante la tente. Elle fait 1,7 kg. C'est une tente de place. Parce que j'aime. Oui. Voilà, là, attendez. Voilà, l'intérieur, c'est ça. Donc, une fois qu'il y a le matelas, les tentes une place. Quand vous avez le matelas, vous n'avez pas la place pour mettre les affaires à plat. Et moi, je prends une tente de place. En celle-là, j'avais payé 79 € chez GoSport. C'était pas trop cher. Voilà, donc ce que ça donne, moi, cette petite tente comme ça. Moi, ça suffit. Voilà. Donc, quelques photos de. Vas-y, vous étiez deux. On était deux, ouais, on avait tous les deux la même tente. C'était acheté la même tente. Et c'est combien de temps pour installer la tente? La tente, moi je mets 5 minutes. Hein. Ça va. Ouais. Pour la replier. À replier, c'est. Ouais, c'est ça. C'est plus long. Alors là, c'était l'année dernière, quand là, c'était au camping, c'était la capitale de la Tallinn. C'était à Tallinn. Et en fait, à l'époque, j'avais un matelas pneumatique qui était assez lourd, hein, que je gonflais avec un gonfleur électrique, mais quand on était en bivouac, on était obligé de gonfler la bouche. C'était fatigant. Du coup, cette année, j'ai investi dans un matelas autogonflant. Vous avez un antivol pour le vélo la nuit? Alors, j'ai un antivol de compétition. Ah, Je ne l'ai pas noté là, j'ai un antivol, vous savez, les antivols qui se plient en 3 ou 4, là, enfin, qui font 1 mètre. Mais par contre, avec une disqueuse maintenant, il faut une disqueuse pour venir à bout. Mais il fait plus d'1 kilo mon antivol. Ouais. Alors la nuit, moi je le mets toujours, je l'accroche à un arbre ou un truc comme ça. Après, c'est des antivols, pour revenir à bout, il faut une disqueuse. Après, il y a des gens qui sont équipés en disqueuse. Hein. Ça s'entend. Ça s'entend. Voilà. Et dans la journée, en fait, quand je fais des petites courses et tout, j'ai un petit antivol parce que c'est quand même une affaire de l'État de sortir l'antivol et tout ça. Donc je mets un antivol, mais je ne m'absente jamais très loin. Quoi. Et c'est vrai que moi, j'aime pas trop laisser les vélos et aller faire du tourisme quand on fait 100 km.
Et comment tu fais quand tu visites les bagages, tu fais comment? En fait, on les laisse. Alors, par exemple, quand on est dans les pays scandinaves, quand on est en Allemagne, quand on est en Autriche, il n'y a aucun souci. Je veux dire, on peut laisser ses bagages, aller faire les trucs. Quand je suis arrivée en Hongrie, on voyait tout de suite que c'était pas la même ambiance. Franchement, c'était plus compliqué de laisser ses bagages. Il y avait des gens qui, tout de suite, on sent qu'il y a des personnes repères. Donc, il y a des pays où c'est moins facile. Après, moi, j'ai jamais eu de problème. Parce qu'en Hongrie, ma copine, on lui a piqué sa selle. C'est moins pratique. Heureusement, on arrive à Budapest, c'était le dernier jour. On lui a piqué sa selle. Donc, il faut faire quand même gaffe. Après, moi, je suis sur des sites de gens qui font beaucoup de voyages à vélo. C'est un sujet qui revient beaucoup. La crainte du vol, ça arrive de temps en temps. Les gens le font. Après, mais c'est vrai que sur les campings, moi, je mets le gros antivol. Ou alors, quand je vais en ville et que je visite, que je m'éloigne loin, je mets le gros antivol. Et là, franchement, il faut être discret, c'est pas très discret. Quoi. Mais c'est des antivols qui vendent chez Abus. C'est une marque d'antivol. Et, je pense que c'est pareil pour les motos, hein, c'est pour l'antivol. Voilà. Tu as pas comme vélo? J'ai un Trek, c'est la marque Trek. C'est un vélo que j'ai acheté chez Culture Vélo, qui est à Villebon. Et il est léger? Non, il est léger, il fait 14 kilos. Ouais, il fait 14 kilos. Après, si on veut viser dans les légers, c'est beaucoup plus cher. Et c'est plus sur les balais là en vélo. Voilà, donc la tente. Voilà. Alors des fois on bivouac, surtout quand on était là l'année dernière. Alors en Suède et en Norvège, il y a des applications où ils vous donnent tous les sites où vous pouvez bivouaquer. Alors on peut bivouaquer partout, en forêt partout, mais il y a des lieux où il y a des petits espaces qui sont aménagés. Alors là, on n'a pas besoin de monter la tente. Et puis il y a un endroit où on peut manger, où on a une table et des chaises, on peut faire un feu. Donc il y a un site en Norvège, non, je vais être en Norvège, en Finlande et en Suède. Ça coûte 1,40€ le mois. En fait, on s'abonne au site. Et là, on a accès à toutes les informations concernant les lieux de bivouac. C'est l'État qui met en place ça. Voilà. Donc ça, c'est un bivouac en Allemagne. Alors, il y a des pays où c'est pas autorisé, le bivouac. En Allemagne, l'Italie. Mais des fois, en fait, en Allemagne, les campings au mois de juillet-août, ils sont tous complets. Et puis il y a de moins en moins de place pour les tentes parce qu'il y a beaucoup de camping-cars maintenant dans les campings. Donc si on trouve un endroit un peu isolé, on campe. Là, c'était le long de la Baltique qu'on avait bivouaqué. Là, on a fait une erreur de débutant, on s'est mis sur le promontoire. Ça avait du vent toute la nuit. On n'était pas abrités. Ça, c'est les Alpes. Et ça, c'est pareil, c'était un espace de bivouac en Suède l'année dernière. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a quand même, à travers, quand on fait un parcours comme ça, on limite au maximum dans les grands axes. Alors, des fois, on n'a pas le choix. Mais il y a des pistes cyclables, vraiment, enfin, surtout si on va dans le nord, là, quand on a été jusqu'à Copenhague, on peut emprunter en traversant la Belgique, la Hollande et l'Allemagne et le Danemark. On peut quasi que prendre des pistes cyclables. Après, en Suède, il y a beaucoup de pistes cyclables, c'est plus des axes avec beaucoup de dénivelé. La piste cyclable à droite, elle n'est pas facile. Alors ça, c'était... Alors de temps en temps, effectivement, quand on met gravel, d'où l'intérêt d'avoir des bons pneus, en fait. Ouais. Donc bon, là, on est descendu du vélo, mais c'est vrai que ça nous arrive d'être sur des voies avec beaucoup de cailloux. Du coup, c'est pour ça que c'est important vraiment de bien équiper son pneu avec son vélo avec des très bons pneus avant de partir. Voilà. Alors, ce qui est bien en Allemagne c'est que le long des pistes cyclables, ils mettent des arbres fruitiers. Donc on a le couvert, il s'arrête manger.
en Allemagne, en Autriche. C'est vrai que c'est pas idiot de mettre sur les pistes cyclables, de mettre des platanes, je sais pas quoi, ils mettent des pommiers. Voilà. Donc on se restaure. Voilà le genre de chemin sur lequel on peut se trouver. Et ça, c'est le GPS qui nous indique ce genre de chemin. Alors des fois, il y a des belles surprises quand on est arrivé au lac du Bourget. En fait, il y a un tunnel de vélo qui nous permet d'accéder au lac du Bourget, qui fait donc 1500 mètres et qui nous évite surtout une belle montagne. Ah ouais. Voilà, ça c'était la belle surprise. Et c'est uniquement pour les vélos. Ouais, d'ailleurs on était tout seuls sur le. Oui, il n'y a pas fou. Ouais, c'est un tunnel vélo qui fait 1500 km. 1500 mètres. Voilà. Et là, c'était l'année dernière quand on était sur la digue le long de la mer du Nord, la mer du Nord. Donc voilà. Alors par contre, les étapes de montagne, il n'y a jamais de piste cyclable. Hein. Ça, c'est les Alpes. Quand on a monté, alors quand on a fait le parcours pour aller jusqu'en Italie, on a regardé le col le plus simple, enfin le moins difficile à monter, et c'est le Mont Cenis. Il culmine à 2500, et en fait, on part de Lens-le-Villard et on est déjà à 1600 mètres. On a déjà monté pendant 2 jours. Donc en fait, il y a une journée, on a 700-800 mètres de dénivelé. C'est assez facile, enfin, c'est faisable. Alors tout à l'heure je vous parlais du balisage, tout ça c'est des photos que j'ai prises pendant mon parcours. Donc en fait, par exemple la piste qui va de Caen jusqu'à La Rochelle, elle est balisée. Donc on a la route qui va au Mont-Saint-Michel aussi. Donc là on est à la croisée des chemins, donc on peut décider de changer de parcours à un moment donné. Voilà. Et quand je dis c'est balisé, c'est que ça va être balisé jusqu'à Ouistreham, par exemple. La Rochelle, c'est balisé jusqu'à La Rochelle. Alors la mer Noire, c'est pas balisé jusqu'à la mer Noire. Ça, c'est les euros. C'est les Eurovélo-voies, elle est balisée, l'Eurovélo 6, elle est bien balisée jusqu'à Vienne. Après en Hongrie, on a utilisé le GPS. Donc voilà. Donc, par exemple, la Via Armona, elle est balisée tout le temps aussi. Donc, alors c'est quand même bien d'avoir une trace GPS, parce que même si c'est balisé, des fois il manque un panneau. Voilà. Donc en général, il y a le balisage, mais moi j'ai toujours la trace. Bon, je le laisse éteint pour ne pas utiliser la batterie, mais si j'en ai besoin, j'ai la trace. Parce que le problème du balisage, c'est ça, c'est que de temps en temps, il manque un panneau. Donc voilà, l'étranger. Donc le Mont-Cenis, tous les kilomètres, ils nous disent combien il reste. C'est vachement encourageant en fait. Ils nous disent la pente. Il y avait du 9%. On est monté jusqu'à, le pire, c'était une côte en Italie qui faisait plus de 20%. Même à pied, on a eu du mal avec en poussant les vélos. Donc voilà, donc ça c'est tout le... Alors voilà, on croise de temps en temps des Eurovélos, mais si on décide de les suivre, il y a un panneau, puis après il n'y a plus rien. Donc l'Eurovélo 10, c'est pareil, c'est celle qui fait tout le tour de la mer Baltique. Elle n'est pas bien balisée. De temps en temps, il y a un panneau, mais il faut vraiment les traces. Alors la petite tradition, c'est quand on arrive dans un pays, on se prend en photo. On demande à... Voilà, la Slovénie, l'année dernière, on y est allé. Alors ça, c'est la Croatie. La Croatie. Là, c'est... Alors, la Hollande, le Danemark, la Belgique. Quand on arrive en haut du Mont-Cenis, on s'est photographié aussi. Ouais, c'est le passage de France à l'Italie. Ouais. Alors le passage de France en Italie, donc les deux, là c'est à 2000 mètres. En fait, les 2000 mètres, on les fait en 3 jours à peu près pour aller jusqu'au Mont-Cenis. C'est pour ça que c'est pas très compliqué. Par contre, la descente sur Turin, elle se fait en on se paye 2000 mètres de dénivelé en 40 km. Alors là, c'est violent. La descente, elle est super violente.
Parce qu'il vaut mieux le faire dans ce sens-là parce qu'on n'aurait jamais pu la monter parce qu'elle descend vraiment d'une seule traite. Elle va jusqu'à la mer d'un coup. Jusqu'à Turin. Jusqu'à Turin, ouais. Jusqu'à Turin. Donc on était contents d'avoir fait dans ce sens-là. Voilà. Donc, alors, transporter son vélo, ça, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc, alors il y a plein de pays, je pars toujours des pays du Nord où on rentre son vélo directement dans le... Il n'y a pas de marche, mais c'est pas simple de réserver avec un vélo parce que, par exemple, le site des chemins de fer allemands, il n'est pas compliqué, il n'est pas simple à comprendre. Et il y a très peu de place. Quand je suis revenue de Hambourg l'année dernière en vélo, le seul train qui acceptait vélo, il était à 4h du matin. Voilà, donc on a dormi à la gare de Hambourg. Ouais, c'est pas la gare la plus agréable du monde. Alors des fois, vous voyez, le merdier là pour monter son vélo, c'est pareil pour monter les vélos. Alors des fois on a de la chance, on a ça, mais même pour monter là-dessus, c'est pas facile. Et puis des fois on n'a même rien. Alors on désacoche en bas, on monte. Souvent les gens vous aiment, mais c'est vraiment, les gares sont pas vraiment aménagées. C'est compliqué. Franchement, c'est la partie la plus, parce que ça nous arrive à chaque parcours de prendre le train. Soit pour éviter une étape qui n'est pas très intéressante, soit pour éviter du dénivelé, donc, soit pour changer on change des fois d'idée parce que... Voilà. Donc ça c'est la personne avec qui je suis partie 3 fois. Je l'ai rencontré sur un site qui s'appelle Partenaire de voyage à vélo. Les gens ils postent ce qu'ils vont faire et puis... Alors il y a très peu de gens de notre âge. Donc quand j'ai posté, il n'y avait qu'une seule personne qui correspondait à ce que j'avais envie de faire. Ça tombe bien, ça s'est bien passé. Voilà, donc souvent on a ça. Voilà. Et ça c'est très courant en France, en Italie, en Hongrie. Alors des fois il y a... Alors c'est des wagons où il y a marqué vélo, des fois il y a plutôt 20 vélos. Une fois qu'on est rentré là, déjà, il faut rentrer le vélo. Après, on ne peut pas laisser dans l'entrée, donc on est dans les wagons. Donc il y a vraiment du boulot en matière de transport de vélo. Alors là, par exemple, vous mettez nos vélos là, mais une fois sur deux, la porte elle s'ouvre d'un côté ou de l'autre. Ouais, c'est ça. Donc à toutes les stations, on est obligé d'être au taquet. On a trouvé un moyen là dans une... Et puis il n'y a pas d'espace vélo dans tous les trains. Donc là, on a mis nos vélos à l'envers, comme ça, aucun temps. Et ça veut dire que s'il n'y a pas d'espace vélo, tu as le droit quand même de mettre les... Comment ça se passe? Il y a des pays où c'est pas dans la... Par exemple en Croatie, il y a pas... Enfin, on leur dit qu'on a les vélos. Je ne sais même pas si on a... Ah si, je crois qu'on a un ticket vélo quand même, parce qu'on paye pour le vélo, mais il n'y a pas d'espace. D'accord. Si on a payé pour le vélo. Mais c'est facile en gare, mais sur Internet, on a beaucoup de mal dans les pays étrangers de comprendre comment marche la SNCF locale. Donc c'est pas... Et après, des fois, quand il y a des espaces vélos, il faut les soulever pour les amener là-haut. Quand on soulève le vélo, il y a la wagon qui se barre. Donc ça, il faut être deux. Faire ça, par exemple. Non, c'est vraiment pas simple de voyager en vélo. Voilà, alors des fois, s'il y a des espaces comme ça, où il y a un truc en élastique là, pour accrocher le vélo, donc ça, c'est les meilleurs des cas. Et puis, on a pris le bateau, alors là, par contre, il est en soute. Quand on a été jusqu'à Helsinki, on a pris un gros bateau de croisière, c'est impressionnant. Avec que ça, mais c'est vraiment la croisière. Ah ouais, franchement, j'ai jamais vu ça, moi. Voilà. Et alors, pour revenir de Budapest, il n'y avait pas de train. Parce qu'en fait, c'est par pays. Alors, ma copine avec qui je suis partie, elle est revenue en train, elle a mis 4 jours, elle s'arrêtait déjà à Vienne, ensuite elle s'arrêtait à Munich, ensuite elle était jusqu'à Strasbourg. Donc, c'est compliqué. Moi, je suis revenue en avion. C'est pas très... Et en carbone. Voilà, c'est pas... Et pareil, j'ai été chercher un carton chez Decathlon local parce qu'ils n'avaient pas de housse.
Alors, c'est pas facile d'aller à l'aéroport avec un carton comme ça, parce que des fois, ça m'est déjà arrivé d'y aller en vélo, et puis après démonter le vélo à l'aéroport, puis de mettre dans le mousse. Mais chez les Decathlon, ils n'en avaient pas. Donc, le retour, faut... Et puis, comme on ne peut pas réserver à l'avance, parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va atterrir, moi, je ne pense pas à l'arrivée jusqu'à Budapest, donc on ne réserve jamais nos billets. Donc, surtout en été, c'est assez compliqué. Voilà. Alors, les bâtons dans les roues, c'est tous les petits obstacles. Alors, la météo, alors le pire de tout ça, c'est le vent. Le vent, c'est pire que... Parce que souvent, quand on voit les éoliennes, on sait ce qui nous attend. Dès qu'on voit les éoliennes, on sait que ça va pas être... Et bizarrement, on l'a souvent de face. Alors peut-être quand on a le dos, on a l'impression d'être bon. Oui, c'est ça. Mais le vent, le pire qu'on ait eu, c'est en Hollande, sur des digues. Un vent, mais c'est pire qu'un dénivelé, parce que c'est jamais régulier en fait. Donc il y a beaucoup de vent dans les pays du Nord. En Italie, j'en ai pas eu trop, ni dans le Sud, mais dans le Nord, la Baltique et la mer du Nord, il y a du vent. Bon, la pluie, c'est brusque. On n'en a pas eu beaucoup. Et la chaleur... on choisit nos périodes. On ne va pas en Espagne au mois d'août. Donc là, l'Italie, on l'a fait au mois de fin septembre. La circulation. Alors le pire, c'est la prise des ronds-points. Ça, c'est des photos que j'ai trouvées sur Internet. Je ne les ai pas photographiées. Alors, il y a des ronds-points où il n'y a rien. Il n'y a rien pour les vélos. Donc, c'est vraiment compliqué, surtout en France, les voitures, on sait quelque chose. Franchement, c'est compliqué le franchissement des ronds-points en France. Ce qui m'a très étonnée en Italie, dans le nord d'Italie, c'est qu'en fait, il y a des ronds-points où il y a vraiment... Mais les voitures, quand elles vous voient au loin, elles freinent. C'est-à-dire qu'on est les rois à leur passage des ronds-points. Pour les pays du Nord aussi. En France, c'est compliqué. Puis alors en Croatie ou dans les pays qui n'ont pas une culture vélo, c'est très compliqué. Alors ça c'est pas mal, il y a pas mal de ronds-points où il y a des systèmes de vélo, et puis alors, ça c'est le top, j'en ai eu un une fois en Hollande, c'est des ronds-points vélo, ça existe. Alors ça c'est quand on a ça on est content, alors on le prend 15 fois, parce que pas tous les ronds-points qu'il y en a. Voilà. Et le dénivelé. Alors le dénivelé, on connaît à l'avance, hein, parce que sur les GPS, on sait. Et alors sur mon GPS Garmin, il me met toutes les montées. C'est-à-dire que dès le matin, je regarde à combien de kilomètres il y aura la montée, il y a le pourcentage. Puis quand on monte sur le petit... Donc on a... T'as ça toi aussi? Moi je découvre, c'est la première année que j'ai mon Garmin. Donc voilà. Donc ça permet de savoir... Ça, c'était en Croatie, il y avait beaucoup de dénivelé. Après, quand on va en Europe, à part si on longe le Danube et tout ça, après on est obligé d'avoir un peu de dénivelé quand même. Voilà. On les panne, alors ça c'était... Avant j'ai mis mon nouveau pneu là, moi j'ai crevé une fois. Et puis oui, moi je raille régulièrement aussi, le changement de vitesse. Et puis là c'était un lacet qui s'était coincé dans le dérailleur. Je ne peux plus avancer. Donc voilà. C'est Charette qui t'a aidé là? Non, ça c'est la fille avec qui j'étais. On est parti à 5 à Budapest. On était deux, ouais. Bon, après, changer une roue, réparer tout ce qui est crevaison ou déraillement, ça va encore. Voilà. Après, on a des beaux paysages. Bon, ça vous connaissez, c'est... Les Sept Écluses, ça c'est... ça combien? C'est ça, non, c'est Rogny les Sept Écluses. Ça, on y va à vélo d'ici, il y a quoi? Il y a 200 km à peine, hein, en partant d'ici. Même pas. Hein. Parce que jusqu'à c'est 160. Jusqu'à Montargis, on a mis combien? C'est juste ça. Ouais. C'est même pas... en 2 jours de vélo, on est là, quoi. Ça, c'est quand on arrive en haut du Mont-Cenis. Alors ça, c'est la campagne croate. Donc la Croatie, c'est que ça. Voilà.
Donc le dénivelé a eu raison de lui. 4 jours. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui est plat. Donc soit on monte, soit on descend. Donc ça veut dire qu'on monte pendant 1 heure, on descend 5 minutes. Donc finalement, dans la journée, on ne peut que monter. Ouais, c'est ça. Donc, Il faut prendre des cloches. voilà. Voilà, c'est... ça c'est pareil, c'est en Croatie. Alors c'est vrai que quand on monte, on a quand même des très jolis points de vue. Ça c'est des petits chemins que nous avons proposés de GPS. Donc c'est quand même très varié. Hein. Quand on est gravel sur le GPS, on a quand même des... ça c'est varié. Et ça c'est le lac Balaton en Hongrie. C'est le plus grand lac d'Europe. On a bivouaqué le long du lac Balaton. Voilà, ça c'est des petits villages en Croatie. Ah oui, c'est très joli la Croatie. Hein. C'est très très joli. Mais en fait, c'est un peu plat. Voilà. Donc j'ai présenté. Alors je vous ai amené des livres là, quelques livres. Alors je ne les emmène pas, mais il y a quelques circuits que vous pouvez faire en France. Il y a un livre où il y a pas mal de circuits en France. J'en ai sélectionné un qui est pas mal. C'est le tour de la Bourgogne. Parce qu'il y a il y a des trains partout en fait. Pardon ? Il y a du vin. Il y a des trains. Je cherchais mon mot, non, je veux dire qu'il y avait des trains. Il y a aussi du vin. Donc, il y a il y a du vin partout, il y a des trains partout. Donc on peut aller à un endroit. Alors sur les TER, normalement, les trains les vélos peuvent être pris. Quand on prend des TER, on n'a pas besoin de réserver. Alors il ne faut pas prendre aux heures de pointe. Quand on est revenu de Montargis, par exemple, on est revenu en train. Il faut éviter les heures de pointe quand on a son vélo, mais sans ça, on voyage, le vélo il voyage gratuitement, c'est pas compliqué dans les TER. Donc là, j'ai sélectionné ce petit parcours parce que c'est plat. Le canal, il y a le canal de Nivernais, il y a le canal de Bourgogne, il y a quelques dénivelés ici. C'est ce qu'on va faire au printemps. Donc tous les parcours, je les ai dans le livre là. Alors ça, c'est un petit... Si vous avez envie de partir 2 jours, bon, moi je suis partie de Balinvilliers, mais vous partez de où vous voulez. On longe l'Orge dans l'Yvette, jusqu'à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Et à Saint-Rémy-les-Chevreuses, on récupère la route qui va au Mont-Saint-Michel, donc qui est balisée, c'est que des chemins. Et on va jusqu'à... alors ça c'est le retour. Voilà. On va jusqu'à Saint-Rémy-les-Chevreuses et après on va à Cernay-la-Ville. Voilà. Et à Cernay-la-Ville, il y a un camping. Si vous voulez faire 2 jours, ça fait un premier jour à 40, un deuxième jour à 35. Il y a un camping et il fait aussi chambre d'hôte. Voilà. C'est très chouette, c'est un camping à la ferme. Et franchement, vous partez d'ici, en montant l'hiver jusqu'à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Après, il y a des petits chemins jusqu'à pratiquement Rambouillet. Et c'est une belle balade. Moi, j'ai la trace aussi. Donc, alors, c'est du chemin, il n'y a pas de route là. Et au retour, on passe par Limours. Et là, on passe sur qu'on appelle, tu sais, le viaduc des Fauvettes à Orsay. Ah oui. C'est très joli aussi. Donc, c'est très dépaysant. En 2 jours, on peut faire ça. Et sans ça, en 3 jours, on peut aller jusqu'à Gien. En partant d'ici, pareil, vous récupérez la Seine au niveau de Rissorangis. Donc c'est pareil, il y a un parcours qui est avec des chemins qui nous mènent jusqu'à la Seine. Et de Ris, on va à Moret en longeant, c'est le Vélo 3. C'est pareil, c'est des petits chemins. Et après, on longe le loin. Et puis après, on va jusqu'à Gien. Voilà, on arrive à la Loire à ce niveau-là d'ailleurs. C'est quoi ça aussi ? C'est Briard. On arrive au canal de Briard. Et c'est plat. Alors c'est un profil montant, mais c'est 370 mètres sur 100. Mais on le sent, c'est un profil montant là. Et donc vous allez jusqu'à Briard. En partant d'ici, vous voyez, il y a 12 km, après il y en a 65, après il y en a 119. Voilà, donc ça fait 119, 120, ouais, ça fait un peu plus de 200 km, vous êtes sur la Loire. Et Gien, c'est une jolie ville. Après, on peut venir en train.
Voilà, puis j'ai amené quelques livres là, si ça vous intéresse. Alors il existe beaucoup, toutes les pistes cyclables en France, enfin tous les grands parcours cyclables, vous avez des guides. Les guides vous permettent de voir les campings, les hôtels, les gares, vous avez toutes les informations touristiques. Voilà, donc vous les trouvez facilement sur internet. Voilà, je pense que j'ai fini. Voilà. Mon téléphone et mon adresse mail. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, vous pouvez les prendre. Voilà. Et votre prochain voyage alors? Ben, je ne sais pas encore, parce qu'en fait, la personne avec qui je partais, je suis partie 3 fois avec elle. Et là, elle est aiguisée pour partir toute seule. Elle a envie de se lancer toute seule. Moi, je n'ai pas trop envie, donc il faut déjà que je trouve quelqu'un avec qui partir. Et sans ça, j'aimerais bien peut-être... Alors, ce qui me plairait beaucoup, c'est d'aller dans le nord jusqu'en Norvège, au nord de la Norvège, parce que déjà, il fait nuit tard, donc il y a des problèmes d'éclairage. Et puis surtout de s'arrêter pour la nuit, etc. Et sans ça, moi, ce que j'aimerais vraiment faire, mais bon, c'est compliqué. Je suis une personne qui fait une fille qui fait toute seule, c'est d'aller jusqu'en Asie centrale. Ah. Il y a une fille qui est partie là, je la suis sur Instagram, elle va jusqu'en Chine. Alors elle traverse, moi je trouve que c'est quand même, elle traverse, enfin, une fois qu'on a passé la Turquie, qui est encore safe, après il y a l'Afghanistan, il y a l'Iran, il y a l'Azerbaïdjan, il y a plein de gens qui sont sur... Enfin, moi je suis sur Facebook, plein de gens, ils font des choses que je voudrais... Ça, c'est un tiens-toi. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de gens sur les routes qui font tout du monde, et moi je vois des... Et puis ils campent, passer là, ils sont en autonomie, quoi. Et avec la langue, pas de problème particulier? Moi c'était l'anglais. L'anglais, globalement, ils parlent anglais un peu partout. Tout ce que j'ai fait là, dans les pays scandinaves, l'Allemagne, tout ça, en Italie, ouais, il y a le français. En fait, on parle tous italien en fait. Ouais. On n'est pas le Portugal non plus? Peut-être aller jusqu'au Portugal. En fait, quand on veut faire beaucoup de kilomètres, on est quand même limité par la géographie, soit les reliefs, soit la géopolitique. Parce qu'il y a des gens aussi qui traversent l'Afrique. Mais là, il faut être bon en mécanique vélo. Parce qu'il y a quand même, sur nos guides, là, il y a beaucoup de mécaniciens vélo. De temps en temps, on perd une vis ou il y a un truc, chez Mécano, il nous remet un petit truc. Donc, ceux qui partent dans des pays qui sont un peu... qui n'ont pas le même... ouais. Globalement, partout où on est, on n'est jamais à moins de 30 km d'un magasin de vélo, hein, s'il y a un problème. Enfin, en Suède, non, parce qu'on est dans la campagne. Mais, enfin, 30 km, j'exagère peut-être, mais à chaque fois qu'on en a besoin, on n'a jamais fait trop de kilomètres. Les courses, alors, vous faites comment? Alors, les courses, on les fait au jour le jour, en fait. Parce que, enfin, moi, on a acquis, avec l'expérience, en fait, on n'a pas envie d'être chargé. Franchement, quand on fait beaucoup de kilomètres, le poids, c'est quand même un handicap. Donc, on réussit. Déjà, les gens sont très surpris quand ils nous rencontrent parce qu'ils ne pensent pas qu'on campe. Vu notre vélo, il n'y a rien dedans. Hein. Une petite sacoche comme ça. Voilà. Et puis, on n'a même pas une au-dessus. C'est minimaliste. Ouais, parce qu'il y a tous les gens qui voyagent à vélo, qui font des grands parcours, qui sont archi chargés. Ouais. Parfois une petite remorque aussi. Ah ouais, la remorque, alors déjà que c'est compliqué de prendre le train avec son vélo. Alors la remorque, t'oublies. J'ai vu que vous n'avez pas de réchaud, pour laisser réchaud quand même. Alors non. Alors ça c'est un choix qu'on a fait toutes les deux. Moi l'année dernière j'en avais un, j'avais mon réchaud. Et en fait, je l'ai utilisé. Et puis finalement, des fois dans les campings, alors quand il y a un accueil vélo, il y a des campings, quand il y a l'AFP, accueil vélo, ils ont de quoi réchauffer. Et puis sans ça, quand on part, on mange, et puis après on s'arrête dans un bar, pour un coup. Au bout de 20-30 km, on s'arrête. Mais après, c'est des choix, il y a des personnes qui aiment bien avoir mangé chaud.
Et au niveau de la nourriture, ouais, on achète beaucoup de fruits et légumes, puis on mélange avec des sardines, tout ça, c'est comme la sauce. Et sur les pistes comme ça, il y a des points d'eau aussi hydratés ou des... Oui, il y a des points d'eau. Alors sur les belles pistes cyclables, par exemple celle qui va à Budapest, il y a quand même beaucoup d'accueil vélo, il y en a de plus en plus. Mais quand on fait notre parcours nous-mêmes, par exemple, quand on fait notre parcours nous-mêmes, par exemple la Suède, quand on était en Suède, toute la partie, alors Stockholm c'est très bien équipé, après quand on va on est obligé d'anticiper des fois 1 ou 2 jours de course. Parce qu'il y a beaucoup de campagne, il n'y a rien, pas de village, il n'y a rien. J'aimerais bien aller dans le nord de la Norvège. Et là, il y a beaucoup de dénivelé. Et là, moi j'ai des amis qui l'ont fait. En fait, là, il faut prendre parfois 4 ou 5 jours de vivre. On peut pêcher. Bon, je ne sais pas si ça vous a donné envie. Oui. Moi j'ai l'assurance de la Maïf en fait en responsabilité civile et puis rapatriement, il y a l'assurance. Après, globalement, dans tous les pays que j'ai fait, le forfait téléphonique marche avec Free. Parce que c'est important aussi d'avoir, parce que moi GPS il marche avec le réseau. Donc, ouais. Mais globalement, c'est relativement vraiment facile. On a croisé, alors, la majorité des gens, ils sont vraiment beaucoup plus chargés que nous. Ceux qui partent comme ça sur des longues périodes, parce qu'ils prévoient effectivement le réchaud, ils prévoient des zoubous. Et sur Koumouth, toutes les voies sont répertoriées à l'international. Alors moi j'ai un abonnement à l'année, c'est 50 € l'année, mais bon ça vaut parce que toutes les cartes. En fait quand je mets la destination, en fait quand on arrive à un endroit, on voit à peu près la destination du lendemain, on ne sait pas exactement où on va s'arrêter, mais on met une destination peut-être à 100 ou 120 km. Et après Koumouth, il fait un calcul que je trouve assez bon, parce que soit il prend des petites routes, et puis des fois il prend des petits chemins, puis des fois il y a un truc là où on ne peut pas rouler. Et des fois, par exemple, quand on était en Croatie, j'ai mis que de la route. Parce qu'en fait, s'ils nous emmenaient des chemins, c'était du VTT, il n'y avait pas l'intermédiaire. Donc en fonction de ce qu'on trouve, en Croatie, il y avait pas de... C'était soit VTT, et en Suède, c'était pareil. Soit c'est du VTT, soit c'est de la route. Petit chemin comme ça, en forêt. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. J'en ai des livres, là, si vous voulez regarder. Notamment, il y a un livre sur les beaux parcours cyclables en France. Et pour faire un trajet comme ça, c'est important, il faut beaucoup d'entraînement ou c'est accessible un peu à tous? Moi, je pense que c'est pas super compliqué, le plat. Tant qu'il n'y a pas de dénivelé, en fait, j'ai amené pas mal de gens sur des petits parcours en vélo, et en fait, on se rend compte finalement, les gens ont l'impression qu'ils ne peuvent pas faire plus de 30 ou 40. Quand on ne dit pas la distance, au bout d'un moment, on leur a dit qu'on a fait 60 ou 70, ils sont très étonnés. Donc en général, la technique, c'est d'éviter qu'il y ait des compteurs sur les vélos. En fait, c'est plutôt les heures de sel qui sont... Ouais. C'est ça le plus difficile, quand on fait les heures de sel. La selle, ouais. Alors, il y a des gens qui ont des difficultés avec les selles. Alors, moi, j'ai acheté une selle, c'est pareil, plein de modèles de selle. Moi, j'ai acheté une selle qui s'appelle, comment elle s'appelle ? SMP. C'est une marque de selle. J'ai vu ça, pareil, sur des sites. Et il les conseille. Donc, moi, je l'ai acheté, j'en suis assez satisfaite. Il y a les leggings avec les Celles qui sont... Est-ce que vous faites une course hebdomadaire ou quelque chose de ce type-là? mais ça, il y en a qui m'ont... On essaye de rouler, des fois, quand on est entraîné dans le mouvement, on roule. Mais des fois, en général, quand on part, pendant les 10 premiers jours, on ne s'arrête pas. On est dans l'euphorie. On s'arrête, par exemple, quand on était à Venise, on s'est arrêté, on a visité 2 jours Venise. Quand on était... En fait, quand c'est des paysages, par exemple, la traversée de la Bourgogne,
on l'a fait d'une traite. Enfin, quand on est arrivé jusqu'aux Alpes, jusqu'au Mont-Cenis, on a fait d'une traite. On a mis 6 jours pour descendre. Et on a fait la première pause à Vérone, en Italie. Mais après, c'est plaisant en fait, parce que moi je vais pas vite en fait, donc on prend notre temps. Vous faites quelle moyenne? Franchement, la moyenne Il y avait 15 tout à l'heure. parce que je m'arrête souvent. Non, mais En roulant sur du plat, sans vent, on est à 18, 19, un peu plus. Hein. Et encore, Le vélo que vous avez, c'est bien. ouais. Mais on est. Ouais, il y a tout le. Après, c'est pour ça que quand on en fait beaucoup, franchement, parce qu'avant, moi j'étais chargée, j'en ai plein de trucs, puis quand je voyais des melons, j'en achetais 50 dans il n'y aura pas au marché suivant. Non, mais c'est vrai que au début, moi je me chargeais beaucoup, hein, même en nourriture, je disais, c'est trop bien, il y avait des promos sur les montres entre 4. Des barres énergétiques ou des choses comme ça, Ouais. vous prenez aussi? Ouais, des barres énergétiques un petit peu. C'est quoi, c'est 100 grammes par jour? Entre 80 et 100, ouais, d'une manière générale. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, maintenant, la personne avec qui je suis partie, elle était très minimaliste. Elle pèse tout. Et quand je dis pèse tout, pour voir, quand elle a 2 t-shirts, elle prend plus léger. Donc elle m'a appris à faire attention au poids. Et c'est vrai que quand on a 3 ou 4 kilos de moins, on sent quand même. C'est pour ça que le moyeu, là, je pense que ça ralentit un petit peu. Ouais, ça ralentit, ça fait perdre quelques watts, mais sur la distance, ça se ressent. Ouais. Moi, c'est pour ça que j'ai enlevé, hein, parce que encore si ça avait été prodigieux, c'est là qu'on se rend compte que la force musculaire, elle est loin d'y aller nucléaire. Non, mais c'est vrai qu'en fait, quand on voit l'énergie qu'il faut pour produire des watts, il faut rouler toute une journée pour produire, charger son portable. Ouais, Dans la bonne direction. Il faut prendre que les descentes en fait. Voilà. Et c'est vrai que. Tout ce qu'on descend, on remonte. De toute façon. Mais quand tu as commencé, tu n'as pas commencé à faire 3000 km d'un coup? J'ai commencé à faire avec. C'est lui qui m'a lancé dans le Paris-Londres, ouais, on est parti sur le Paris-Londres. Alors là, on avait une assistante, on ne portait rien, parce que j'y suis avec mon VTT. Ouais, ça c'est pas mal comme plan ça. Ouais, et puis l'hôtel le soir. L'hôtel le soir. J'ai commencé. Mais ce que je préfère quand même, franchement, à part quand il pleut vraiment beaucoup, là on dort. Mais on a eu qu'une étape en Allemagne, hein, quand on est parti sur Budapest. Il y a une journée entière de flotte. Et le soir, on a dormi dans un hôtel. Mais sans ça, d'une manière générale, on a eu très peu de pluie. Mais ouais, non, c'est vrai que. Mais c'est vrai que moi je préfère dormir camper, ça fait partie du. En fait, quand on est dehors toute la journée, ça fait partie du plaisir en fait. De passer 1 mois et demi ou 2 mois dehors, de vivre. En plein air. En plein air. Même la pluie en soi, si on est bien équipé, c'est pas très grave, c'est vraiment dormir, planter sa tente sous une la tente, ça c'est dur. Non, moi je préfère. Et qu'est-ce que tu mets contre la pluie? Alors, moi je suis pas équipée en fait. Je suis fatiguée. En fait, ils vendent des grandes capes de pluie, tu sais. Ça, franchement, c'est. Ça se prend dans les rayons. Moi je trouve que c'est pas. Enfin, je sais pas si vous utilisez les. Non. 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 Non, des veilles de pluie, hein, mais de toute façon, rien n'est étanche. Au bout d'un moment, ça. Moi j'ai un Gore-Tex en fait. Ouais, mais- Voilà, j'ai un Gore-Tex. En dessous, je mets un vêtement chaud. Donc ça me permet d'avoir 3 épaisseurs qui fait l'équivalent d'une doudoune en matière, parce qu'il fait vraiment très froid. Et sans ça, on est mouillé. Oui, quand on pédale, on se sent pas. Ouais. Ouais, c'est bien les impairs sur une pluie courte et fine. Quand ça tombe fort. Mais moi, quand il prend vraiment beaucoup, s'il fait pas froid, je préfère carrément être en t-shirt. Pas du coton, mais du lino là. Et c'est vrai que. Mais c'est vrai que là, il n'y a pas vraiment d'équipement. Les équipements Non, Ou alors un équipement montard, mais je dis pas que ça pèse. Non, pas les consommateurs. Il y en a. En fait, c'est toujours le bénéfice-risque. Hein. En général, on a là, sur le dernier parcours que j'ai fait, j'ai eu une journée de pluie.
Donc on va pas s'embêter à emmener tout le matos pour une journée de pluie, quoi. Puis s'il pleut pendant 10 jours, on va ailleurs, en fait, on prend le train, on trouve un autre endroit où aller, donc... Une journée discontinue? Ouais. En Allemagne, on a une journée complète. Pour le linge, Entière. Et dans ces cas-là, quand on est en pleine campagne, on n'a pas d'autre choix que de rouler. Jusqu'à où? Après, il faut voir la température aussi, quoi. Bon, l'été, ça va. On a intérêt à faire ça entre mai et septembre. Ouais. Après, c'est un autre voyage. Il y a des gens qui sont bivouac là, mais c'est pas le même équipement. C'est dans le Perche que tu as écrit la flotte aussi? Ah oui, dans le Perche, on est là. Ah oui, quand on a été au Mont-Saint-Michel cet été, ouais. Ah oui, t'as raison. Bah oui, la Normandie. Oh, oh. Ah oui, on a une journée entière de flotte. On est sous la flotte. La route du Mont-Saint-Michel, elle est jolie pour aussi. le linge, comment vous faites pour le faire sécher le linge? Vous l'avez dit tout à l'heure. Pour les vêtements. Alors, je les lave la veille et je les remets le lendemain. Des fois, c'est un peu humide. Mais c'est du nylon. C'est que du nylon. Hein. Parce que le coton, ça sèche pas. Et puis, quand tu transpires dedans, c'est... Ouais. C'est mouillé, c'est lourd. Ouais, globalement, je te dis, on n'a jamais eu vraiment de gros épisodes de pluie. Sans ça, c'est pareil, hein, s'il y a un épisode de pluie, on fait avec. Je ne vais pas me charger inutilement pour des trucs qui risquent d'arriver potentiellement. Et si ça arrive, de toute façon, je change de plan. S'il y a une semaine entière de pluie, je vais, pas, une semaine de change. Hein. Donc on va ailleurs. Si je m'arrête en même temps. La lessive. C'est pareil, c'est même savon qui fait la lessive, qui fait la vaisselle. Avec les cheveux que je lave pas avec. Le fer à cheval, là je fais la lessive avec, je fais la vaisselle avec. Et ça sèche la nuit sur la tente. Ça sèche, ouais, sur la tente, on a un petit fil pour mettre dedans, ouais, ça sèche. C'est scout toujours. Voilà. Mais globalement, on a. C'est super. Ouais. Après, je vous dis, il y a plein de manières de voyager. On a vu des gens qui avaient besoin de transporter leur équipage avec des petites chaises, par exemple. Tu sais, les trucs de camping, là. Ils avaient une remorque et puis ils avaient, vous savez, des trucs qui se déploient là avec le cadre. Ben, moi, j'ai vu le mec, il avait des cuisses comme ça, quoi. C'est ça aussi. Faut faire avec ce qu'on est capable de porter, quoi. Voilà. Donc vous êtes le club de... Ouais, Donc c'est quoi le votre vélo de prochain? Saint-Michel. Donc vous organisez des... On organise des cipos. Il y a les collègues avec moi aujourd'hui, ce soir. Où, tous les dimanches on roule, en semaine aussi. Toutes les saisons, toute l'année. Donc c'est de la petite balade à 30-50 km et à la belle saison ça peut être 80, 100 et plus pour... Et vous avez des parcours? Oui, tout à fait. Oui. Ça reprend un peu ce que vous avez présenté jusqu'à en France. Ouais. Et il y en a les plus anciens ont aussi fait quelques voyages en Europe. Bernard m'avait dit En Allemagne, Angleterre. Angleterre, Allemagne, Andorre. À l'époque, à Saint-Michel, on allait de Paris, on rejoignait les capitales européennes. Donc on a fait pas mal de... Et vous faisiez ça avec une voiture qui suit ou en Non, autonomie? avec nos sacoches, mais par contre, les auberges de jeunesse, Ouais. là, ça c'est pas... J'allais à l'hôtel. Non, bah après, il y a plein de manières différentes de Mais voyager. je reconnais que l'autonomie, ça c'est le top. Quoi. Mais disons que l'avantage, et ça on a appris ça avec Armel, avec qui je suis partie plusieurs fois, en fait c'est que quand on allait jusqu'à Budapest par exemple, on regardait tous les matins où s'arrêtait pour regarder un camping et tout. Quand il y a, par exemple, dans le nord de l'Italie, il n'y a quasi pas de camping. Hein. Ou alors c'est des gros trucs. Voilà. Du coup, en fait, on savait qu'on allait bivouaquer, donc on s'arrêtait quand on en avait marre, enfin au début, on s'arrêtait quand on... Oui, voilà, nous, moi je suis obligé de réserver, j'avais pas le choix. Du coup, j'avais un copain, lui, qui se faisait envoyer des linges en poste restant. C'est pas clair au bon moment à moi. C'était bien la combine. Il envoyait son linge, ça,
Pour le ménage simple, c'est pas mal. Oui, mais il y a plein de... C'est d'autres. Il y en a tout le monde a ses style. Après, chacun a sa manière de voyager. Il y en a qui font avec des vélos électriques. J'ai fait livrer inconnu avec notre chambre. J'avais dit à Moi, la j'aime bien dame, ce formule-là parce que ça, c'est la liberté totale en fait. Ah bah là, c'est là, ok. Il n'y a pas de contrainte sur l'horaire, ni de... Non. Alors on part tôt quand même. mais ça À s'organise. 9h, Oui, le oui. temps est... Vous voyagez pas. Ah oui, oui, Nous, oui. on est obligé de Ouais. réservation. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, mais quand on part sur un mois et demi, moi je serais incapable de réserver, de savoir où je serais. Enfin, il y a beaucoup d'aléas quand même. Il y a un... C'est un peu toutes les embûches que vous avez décrites. Ouais, parce que tant qu'il fait beau, tout est beau, on va dire, mais quand il y a un petit grain de sable, ça peut vite devenir compliqué. Mais après, je vous dis, quand le réseau ferré est quand même bien développé, même si c'est un peu galère pour voyager, après, si vraiment on voit une météo, ce qui nous est jamais arrivé, hein, on a une journée de pub, on fait avec, si vraiment on voit une météo pourrie pendant une semaine, ben, on prend le train, on dit... Et là, vous êtes deux, mais quand c'est un groupe, c'est pas possible. Ouais. Enfin, tu disais qu'il n'y avait pas de place dans les... Dans les trains, ouais, après vous passez dans les wagons. Ouais. Ouais, ça s'est vu dans le Perche où on a fait un petit séjour. Bon, on va dire, on a été moyennement épargné, c'est que tout le séjour, on a essuyé une belle pluie, on va dire. Donc, après, voilà, malgré, bon, c'était pas une pluie battante, c'était quand même une pluie constante, hein, Bernard, je sais pas ce que mais voilà, on a quand même bien profité de ce séjour. Après, le Perche, c'est joli, mais Ouais, C'est très vert. Ouais, c'est vert. De toute façon, c'est clair quand c'est vert, c'est qu'il se passe quelque chose. Oui, non, C'est pas comme les Perches. Encore la route du Mont Saint-Michel, elle n'est pas trop... Pardon? Ouais, non, j'ai une ancienne voie ferrée. tu l'as fait en Normandie. La voie rapide, Ah oui, comme ça. alors, je vais partir à Bon, s'il n'y a pas d'autres questions. Oui. Et bravo. Vous pouvez regarder les photos si vous voulez, jamais. Mardi 23 janvier, il y a une conférence de Michel sur